Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Et Franck Ferrand est doublement chez lui aujourd'hui sur Europe 1. En effet, il nous emmène passer ce début d'après-midi au château de Versailles. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Vous auriez même pu dire triplement, car notre invité Jean-François Saulnon est un grand habitué de nos rendez-vous au cœur de l'histoire. Son nouvel ouvrage paru chez Perrin s'intitule Versailles, vérités et légendes. Comment vouliez-vous que je passe à côté d'un tel événement? Et alors du coup, quel chapitre de l'histoire versaillaise vous avez choisi de mettre en lumière, Un Franck? chapitre court mais intense, 4 années d'une existence généreuse et forte, celle de Madame du Barry, la dernière favorite en titre du roi Louis XV. Nous allons la rejoindre dans un instant. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Franck Ferrand. Nous sommes dans le Paris délicieusement licencieux des années 1760, celui qui a servi de cadre et d'inspiration aux liaisons dangereuses de Coderlo de Laclos. Jeanne est une jeune fille absolument ravissante de 20 ans à peu près. Elle vient de faire la connaissance d'un certain Jean-Baptiste Dubarry qui, lui, disons-le tout de go, est une sorte de débauché. Ce Dubarry, qui est un petit gentilhomme de la région de Toulouse, n'est ni plus ni moins qu'un proxénète de haute volée. Son industrie, c'est de livrer des tendrons plus ou moins candides à de riches et puissants seigneurs qui en font leur délice, moyennant rétribution, ai-je besoin de le préciser. Le roué Dubarry n'a pas eu de mal à recruter Jeanne, puisque justement sous le nom de Mademoiselle Lange, je dis justement, Lange, c'était, figurez-vous, le surnom qu'on avait donné à son père, Gomard de Vaubernier, frère Ange, qui était un moine défroqué, à ce qu'on dit, parce que, pour tout vous dire, l'identité du père de celle qui plus tard deviendra Madame Dubarry n'est pas tout à fait connue. Cette Mademoiselle Lange arrondit, si j'ose dire, ses fins de mois dans la maison de luxe de Madame Gourdan, une des célèbres tenancières de l'époque. Alors avant que vous ne fassiez des conclusions hâtives, laissez-moi vous dire que la jeune fille en question a débarqué à Paris tout enfant avec sa mère, qui a été, elle, domestique dans plusieurs maisons des beaux quartiers. Elle a fréquenté la haute finance, mais par les cuisines. L'hôtel particulier d'une grande courtisane, notamment, les a accueillis un certain temps. Elle-même a été donc femme de chambre dans ces milieux très tangents, avant d'entrer comme vendeuse chez Labille, qui est le marchand de mode le plus chic de l'époque, mais en même temps un vivier pour des barbons fortunés en quête de jeunesse pas trop farouche. De fil en aiguille, si j'ose dire, Jeanne n'a pas vu de mal à louer ses charmes à quelques personnages de haut rang, notamment le très débauché maréchal et duc de Richelieu, qui est un des grands personnages de la cour, où il occupe une charge très prestigieuse. Il est premier gentilhomme de la chambre du roi, s'il vous plaît. C'est un gentil vieux bonhomme du point de vue de Jeanne. Imaginez ce monsieur constamment fardé, couvert de décorations incroyables. Il se fait appeler Papa Maréchal, c'est vous dire. En fait, elle trouve tout le monde gentil, Jeanne. Et elle est assez naïve, en vérité. Dans le courant de l'année 1768, ce maréchal de Richelieu, qui est de mèche avec le roué Dubarry, et avec aussi le peu reluisant Lebel, premier valet de chambre du roi, et qui est devenu l'entremetteur attitré de Louis XV, ce joli trio a décidé de faire un coup, si je puis dire. Ils vont pousser la sublime Jeanne, qui par ailleurs a reçu la meilleure des éducations possibles au couvent des Ursulines, où elle s'est d'ailleurs fait remarquer par ses grâces, par sa capacité à dire bien les vers. Elle a toutes les qualités, elle danse merveilleusement, elle a toutes les qualités. Ils vont donc essayer de la pousser dans les bras de sa majesté avec l'espoir d'en faire sa maîtresse, et pour Richelieu du moins, d'en tirer des avantages. La rencontre a lieu à Compiègne. Louis XV est tout de suite enthousiasmé par la beauté, la finesse, par l'éclat de cette jeune femme. Et il s'arrange pour la voir le plus souvent possible. Il la loge assez vite à Versailles, dans un premier temps dans des petits cabinets intérieurs dont l'essentiel a aujourd'hui disparu, mais on sait encore à quel endroit tout cela se trouvait, nous en parlerons tout à l'heure. On n'est plus très loin de la déclaration publique, et pour permettre une présentation dans les règles à la cour, le roué Dubarry organise un mariage blanc entre Jeanne et son propre frère, le très banal comte Dubarry. Voilà donc la petite grisette, si j'ose ce léger anachronisme, devenue comtesse Dubarry, s'il vous plaît, c'est nettement mieux.
L'expérience des choses, de l'amour, quand elle s'allie à la jeunesse, à la beauté, à la gentillesse, disons-le, tout ça constitue un atout irrésistible. Louis XV a 60 ans à l'époque. Et de se voir soudain rajeuni par cette déesse, le comble de joie. Cela dit, de très jolies femmes dans le lit du roi, il y en a déjà eu pas mal. Et les talents amoureux de Jeanne n'expliquent pas qu'elle s'y maintienne au point de prétendre très vite au statut de favorite en titre. Non. En réalité, si Louis XV s'attache à ce point à Madame du Barry, c'est pour une autre de ses qualités. Et je dirais, c'est pour ça que je voulais insister sur cet aspect. On pourrait comparer Madame du Barry à bien d'autres favorites royales. Cette femme est pleine de bonté, ce qu'on a tendance parfois à oublier. Ce roi qui n'a jamais connu ses parents parce qu'ils sont morts alors qu'il avait 2 ans, rappelez-vous. Ce roi qui a toujours eu besoin d'une confidente, qui sache le materner, qu'elle s'appelle Duchesse de Ventadour, Comtesse de Toulouse, ou bien sûr plus tard Marquise de Pompadour, qui a été son amie de 20 ans. Ce souverain qui se sent si seul depuis qu'il a 4 ou 5 ans, a enfin trouvé cette jeune femme douce, aimante, bienveillante, qui l'attendait en quelque sorte. N'en doutez pas. Ce qui va faire le vrai succès de Jeanne auprès de Louis, c'est qu'elle a un grand cœur. Elle a 27 ans maintenant. Alors évidemment, elle n'a pas l'intention de devenir reine de France, même si la reine Marie Léginska est morte à l'heure dont je vous parle. Le roi est veuf. Mais elle est en tout cas la reine de Versailles. Et ce magistère que Madame de Pompadour, 20 années durant, avait exercé par l'intelligence, par la culture, par un sens très aigu de la stratégie et du calcul, Jeanne du Barry va essayer de l'assurer par la beauté et la candeur, si je puis dire. La beauté, elle est devenue légendaire. Madame du Barry a été le modèle de Drouet, de Dagoty. Pensez au buste de Pajou, qui est un des grands chefs-d'œuvre de la sculpture de l'époque. Ce port de tête inouï, elle est ravissante. Il faut peut-être que je vous la décrive d'ailleurs. Son visage est ovale, d'une perfection rare, avec un front haut, un nez absolument charmant, des paupières largement fendues en amande, sur des yeux bleu-gris à vous renverser, un menton, dit un contemporain, je le cite, formé par la main de l'amour, et puis un corps de rêve, à la fois souple, musclé, peau soyeuse, enfin des jambes, des hanches, que dis-je. Tout cela, Jeanne sait admirablement le mettre en valeur, car Madame du Barry va bouleverser la mode. Fini les grandes robes de cour richissimes et lourdes telles qu'on les portait encore du vivant de la reine Marie. Terminé les étoffes précieuses, les broderies compliquées, les coloris très vifs dont Madame de Pompadour s'était fait une spécialité. La nouvelle sultane ne veut plus que de la mousseline blanche, des formes détendues. Elle porte le déshabillé mieux que quiconque. Elle impose en quelques mois un style que nous appellerions, nous, décontracté et qui va faire tache d'huile non seulement à Paris, en France, mais dans toute l'Europe. Jeanne ne se contente pas de s'habiller à merveille. Elle s'est aussi créée autour d'elle un décor éblouissant. On lui a affecté un appartement au 2e étage sur la cour de marbre. Appartement a priori plutôt pas très pratique, mais qu'elle va transformer en une véritable bonbonnière sublimissime avec des vernis Martin comme on n'en voit nulle part ailleurs, avec y compris des boiseries dorées, s'il vous plaît, comme chez une personne royale. Il y a chez Madame du Barry un sens inné du goût, de l'art de vivre, et elle va transformer les 4 années, je dis bien 4 seules années de sa faveur à Versailles en un moment d'épanouissement extraordinaire du nouveau goût grec.
la tragédie lyrique Dardanius de Jean-Philippe Rameau à l'instant sur Europe 1. Alors pour cette émission consacrée aux mythes et légendes du château de Versailles, Franck, vous nous emmenez au cœur de l'histoire de la dernière favorite de Louis XV, Madame du Barry, qui n'a pas été reine de France, mais qui était la reine de Versailles. Mais vous nous avez parlé de son influence sur le château, mais pas sur la politique du roi. Voilà, et vous avez raison. Alors, elle n'a pas d'influence politique déclarée ou connue, mais en revanche, elle a un rôle politique évident, malgré elle, si je puis dire. D'autant plus que je l'ai peut-être un peu vite nommée reine de Versailles, car 6 mois après son arrivée à la cour, entre en lice une autre reine de Versailles et qui elle a tous les titres pour l'être. C'est une archiduchesse d'Autriche qui vient d'épouser le petit-fils de Louis XV, le dauphin de France. Elle est donc dauphine, cette Marie-Antoinette, qui d'emblée va prendre Madame du Barry en aversion. Il faut vous dire qu'on l'a bien préparée à Vienne. On lui a dit, oh là là, cette catin, cette personne impossible, méfiez-vous ma fille, méfiez-vous. Et Marie-Antoinette va tellement bien se méfier qu'elle manifeste une espèce d'hostilité teintée et sans doute doublée d'une forme de jalousie féminine d'ailleurs. Marie-Antoinette aurait adoré que son grand-père par alliance, que le roi Louis XV n'ait Dieu que pour elle. Or, il n'a Dieu que pour elle, après Madame du Barry, bien sûr. Et donc, il y a cette espèce de bras de fer entre ces deux femmes, qui est une petite affaire de cour. Hein. C'est ce qu'on appelle les querelles de ce pays-ci. Nous en parlerons tout à l'heure avec Jean-François Saulnon. Mais ce sont des querelles qui, néanmoins, ont une véritable importance. Marie-Antoinette incarne le parti autrichien favorable au retournement d'alliance qu'on vient de faire depuis une quinzaine d'années, favorable aussi au renforcement des parlements. Le principal garant de cette politique, c'est le duc de Choiseul, qui, à l'époque, est principal ministre de Louis XV. Il a été créé, lui, par Madame de Pompadour. Hein. Et en face du clan Choiseul, vous avez Madame du Barry qui, elle, incarne, si l'on peut dire, le parti des veaux, encore une fois, un peu malgré elle. Hein. On l'utilise un peu comme une marionnette, la pauvre, mais elle est là, elle incarne cela. Et le clan en question est tenu par 3 hommes politiques qui sont les ennemis jurés de Choiseul, le duc d'Aiguillon, l'abbé Terray et le chancelier Maupoux. Ces 3 hommes politiques vont se servir de Madame du Barry, en quelque sorte, comme d'un levier pour renverser Choiseul et prendre le pouvoir. Jeanne les aide, elle les aide de toute sa bonne volonté. Elle le fait assez ingénument, disons-le, pour des raisons d'affinité, et encore une fois avec une espèce de candeur qui, pour autant, n'ôte rien à la responsabilité qu'elle porte dans ces événements, qui sont des événements importants, hein, ce qu'on a appelé le coup d'État, Maupoux. Or, au moment de la chute de Choiseul, elle est une des premières à vouloir plaindre le grand ministre éconduit. C'est ça qui est assez extraordinaire. Elle n'aime pas qu'on fasse du mal aux gens, vous savez. Elle le prouvera 1000 fois dans sa vie. Ce n'est pas par calcul qu'elle parle, c'est toujours cette espèce de cœur qu'elle a. Alors, je vais vous donner un exemple. En juin 1769, une dame de la cour lui soumet le cas de parents éloignés, qui s'appellent les Louem, qui, lors d'une saisie chez eux pour des raisons fiscales, ont, dans l'affolement, tué un huissier. Bon, vous allez me dire, c'est pas formidable comme cas. Le comte et la comtesse sont des petits hobereaux de l'Orléanais, sont condamnés à mort. Eh bien, Jeanne, qui est émue par leur sort, va prendre cette affaire à bras-le-corps. L'affaire Louem va devenir son grand sujet. Elle se jette plusieurs fois aux pieds de Louis XV et finalement, elle va obtenir la grâce royale. Et Louis XV a dit, « Madame, je suis enchanté que la première faveur pour laquelle vous me forciez un peu soit un acte d'humanité. » Vous voyez qu'elle est assez généreuse, cette femme, d'une certaine manière. Alors, ces qualités qui étaient évidentes dans la gloire vont se révéler plus éclatantes encore une fois que la roue aura tourné, car il ne faut pas perdre de vue que si Madame du Barry est arrivée après 5 années de faveur royale au sommet de la puissance, de la richesse, de la gloire, elle ne tient tout cela que de la main du roi. Que Louis XV vienne à mourir et tout pourrait disparaître du jour au lendemain. Eh bien, c'est ce qui va se produire, figurez-vous. Le mardi 27 avril 1774, Louis XV est à Trianon, il est au Petit Trianon, construit pour Madame de Pompadour mais habité par Madame du Barry, et il tombe malade. On ne va pas tarder à diagnostiquer la variole noire, la petite vérole si vous préférez, qui à l'époque était souvent mortelle. C'est une épreuve terrible, bien entendu. Et alors on ramène Louis XV très vite au château. Madame du Barry, dans un premier temps, n'est pas encore évincée. Elle ne quitte pas le chevet de son amant. Elle lui murmure de petits mots rassurants. Elle lui passe de ses propres mains des compresses sur le front, etc. Alors que la maladie est infiniment contagieuse. Quand je vous dis que ce n'était pas une mauvaise personne, vous voyez, le 4 mai, le roi
qui est enfin conscient de son état, parce qu'il a vu il a vu son reflet, alors qu'on avait enlevé tous les miroirs exprès, mais il a vu son reflet dans un plat d'argent. Le roi lui murmure: si j'avais su ce que je sais à présent, vous ne seriez pas entré ici. Je me dois désormais à Dieu, à mon peuple. Ainsi, il faut que vous vous retiriez demain. Dites à d'Aiguillon de venir me parler à 10h. Et voilà, l'heure est venue de quitter toutes les richesses, toutes les faveurs, tous les incroyables avantages de cette vie versaillaise. Et dans le carrosse du duc d'Aiguillon, on va voir Madame du Barry s'éloigner vers la propriété de ce fidèle ami, une propriété qui se trouve à Rueil. Pendant plusieurs jours, les messagers vont faire la navette entre Rueil et Versailles. Et le 6, on annonce un petit peu de mieux dans la santé du roi. Aussitôt, les carrosses de la cour entre dans la cour du château de Rueil. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire que dès qu'on voit que Louis XV va s'en sortir, immédiatement, tout ce qu'il y a d'important à la cour de Versailles se précipite à Rueil pour aller faire sa révérence à Madame du Barry. Voilà comment ça fonctionne. Sauf que le 9, on annonce que les choses vont vraiment très mal. Et vous savez que Louis XV va s'éteindre le 10 mai 1774 au petit matin. Le 11, un messager du nouveau roi, Louis XVI, le roi est mort, vive le roi, se présente à Rueil, porteur d'une lettre de cachet à l'encontre de Madame du Barry. Alors là, les nouveaux souverains ne vont pas se montrer tendres, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque c'est dans un fourgon de force, entouré de gendarmes, qu'on va emmener Jeanne au couvent de Pont-aux-Dames, où les religieuses la voient arriver d'un œil pour le moins méfiant. Les bonnes sœurs vont être en vérité stupéfaites de l'humilité, de la patience, de la bonne volonté de leur nouvelle pensionnaire. Et cette femme qui hier encore régnait sur tous les plaisirs accepte sans un mot sa réclusion sévère dans ce monastère lugubre. L'épreuve va durer 1 an entier sans que Jeanne se rebelle ne serait-ce qu'une fois. Ce n'est plus de la candeur, là vous allez me dire, c'est quasiment de la grandeur d'âme. Et finalement, Louis XVI, qui est moins dur que son épouse, disons-le, va finir par lever les sanctions qui frappaient la pauvre femme. Madame du Barry recouvre donc sa liberté, et après un petit séjour de purification, c'est une sorte de purgatoire, si vous voulez, au château de Saint-Vrain, elle va retrouver sa chère propriété de Louvciennes, chère à tous les sens du terme, c'est une des maisons les plus riches de France. Louis XV lui avait fait cadeau naguère de ce petit trésor. Elle va vivre là, toujours dans le luxe, toujours dans une forme d'insouciance, mais cette fois bien loin de Versailles. Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Aujourd'hui, nous sommes au cœur de l'histoire des mythes du château de Versailles et pour nous en parler, nous suivons l'itinéraire de Madame du Barry. Alors Franck, on vient de le voir, elle a été éloignée du château de Versailles par Louis XVI et Marie-Antoinette. Évidemment. Louis XVI notamment lui reprochait d'avoir d'avoir installé sa salle à manger dans la chambre où était morte sa mère, Marie-Joseph de Saxe. Et c'est vrai qu'il y a des choses comme ça qu'on pardonne difficilement. Je pense qu'une fois de plus, Madame du Barry avait fait ça en toute ingénuité, mais c'est ainsi. Alors, on la voit quand même recevoir des personnalités très importantes, notamment le comte de Falkenstein qui vient lui rendre visite. Ce monsieur n'est autre que le frère de la reine Marie-Antoinette et c'est l'empereur Joseph II d'Autriche qui voyage sous une sorte de faux incognito pour éviter tous les problèmes, toutes les questions de protocole. Il vient la rencontrer lui-même à Versailles. Il tombe complètement sous son charme. On dit qu'en remontant du fond du jardin où elle l'avait emmené pour lui montrer toutes les beautés de Louvciennes, l'empereur a tendu son bras à Madame du Barry. Et elle, évidemment, connaissant très bien son étiquette, elle avait vécu 5 ans à côté de Louis XV, elle a hésité à mettre sa main sur le bras de l'empereur. « Ne faites point de difficulté, madame, la beauté est partout reine », lui avait dit l'empereur. Alors, évidemment, elle est toujours un peu au centre. Ça doit être terrible, ça, pour Marie-Antoinette, de voir que tout ce qu'il y a de plus élégant, de plus brillant à la cour continue de rendre visite à Madame du Barry à Louvciennes pendant tout le règne de Louis XVI. C'est l'endroit où il faut être vu, en fait. C'est le nouveau salon, si vous voulez. Très aristocratique salon. On est très loin des salons philosophiques de la ville. Elle a quelques amants, disons-le, et son élu de cœur, c'est une vieille connaissance, puisqu'à Versailles, il était son voisin de palier au 2e étage, là, sur la cour de marbre. À l'époque, on l'appelait Monsieur de Cossé. Depuis, son père est mort. Il est devenu le duc de Brissac, très très grand gentilhomme, vous l'imaginez, dont elle va être très amoureuse et réciproquement, si je puis dire. Donc c'est une très belle histoire, l'histoire de Madame du Barry et du duc de Brissac. Alors, elle continue à trouver tout le monde très gentil. Elle rend service. Vous savez, c'est Brissot, ça c'est amusant. Quand vous lisez dans les mémoires de Brissot, il nous dit qu'il avait
un rêve, Brissot, c'était de rencontrer Voltaire. Or voilà qu'en 1778, on annonce que Voltaire est à Paris, qu'il est chez le marquis de Villette. Donc toute la ville se précipite pour essayer de rencontrer, de toucher, si je puis dire, le grand homme. Et ce jour-là, donc, le futur conventionnel attend une audience. Sauf que il y a tellement de gens qui veulent voir Voltaire qu'on ne peut pas approcher, bien entendu. Il croise Madame du Barry, qu'il ne connaît pas. Il lui dit « Oh, madame, j'imagine que vous avez vu le maître. »« Oh oui, dit Madame du Barry, nous venons de passer une heure formidable ensemble. » J'aimerais tellement... Oh, qu'à cela ne tienne, lui dit Madame du Barry. Et elle le prend à son bras et elle le ramène chez Voltaire et elle le présente au maître avant de s'éclipser discrètement. Oui, toujours prête à rendre service. Le 10 janvier 91, nous sommes là en pleine révolution, vous l'aurez bien compris. Elle est en train d'assister à Paris à un bal chez le duc de Brissac, parce qu'alors elle, révolution ou pas, on dirait qu'elle n'a même pas eu conscience de ce qui se passait. Hein. Ça, c'est assez extraordinaire d'ailleurs. Et pendant ce bal, des voleurs, dont le moins qu'on puisse dire est qu'ils étaient bien renseignés, s'introduisent chez elle, vont lui dérober ces fabuleux bijoux. Elle avait des bijoux parmi les plus incroyables d'Europe. Je précise, c'était ces bijoux privés, hein, ça n'avait rien à voir avec les joyaux de la couronne, qui eux avaient été remis en 1774, et j'ai besoin de préciser, Marie-Antoinette n'aurait pas voulu qu'il en fût autrement, et c'est tout à fait légitime du reste. Et alors, elle va aller à Londres dans un premier temps, puis dans un deuxième temps, pour essayer de récupérer les bijoux qui ont été, pour certains d'entre eux, identifiés par la police londonienne. Mais ce qui est fou, c'est qu'alors qu'elle se trouve dans son 4e séjour londonien et que la France a basculé dans ce qu'on appelle la terreur, est-ce que j'ai besoin de vous dire qu'en tant que Madame du Barry, comtesse du Barry, la favorite du terrible et honni tyran Louis XV aux yeux des révolutionnaires, elle est particulièrement mal vue. Eh bien, toujours cette candeur, et ça fait presque peur, elle rentre à Paris, figurez-vous. Et là, elle court se jeter littéralement dans les bras de Fouquier-Tinville, qui va l'accabler au cours d'un procès effroyable. Et donc, Madame du Barry va être condamnée à mort, évidemment. Il faut vous dire qu'elle n'était plus que l'ombre d'elle-même depuis septembre 1792, c'est-à-dire depuis que son propre amant et compagnon, le duc de Brissac, avait été massacré dans une charrette à Versailles pendant les terribles et fameux massacres de septembre. Donc pour elle, ce n'était qu'un sursis d'une certaine manière. Alors on a souvent raconté qu'au pied de l'échafaud, Madame du Barry avait manqué de courage, de dignité. Est-ce qu'on a dit qu'on lui avait jusqu'au bout fait croire, et des personnes importantes au sein du tribunal révolutionnaire, qu'elle allait sauver sa tête? Est-ce qu'on vous a dit qu'elle a été littéralement jetée au loup par les gens en qui elle avait le plus confiance et à qui elle avait rendu des services inouïs et qui l'ont trahi à plusieurs reprises? Bien sûr que tout ça, on ne le dit pas. Jeanne a toujours été candide, je vous le dis, bonne sans doute, un peu écervelée, disons-le, d'une certaine manière. Et ceux qui l'ont jugée, eux, se sont toujours montrés bourrés de méchanceté et d'arrière-pensée. Est-ce que vous voulez que je vous le dise? Il me semble que dans sa terrible destinée, c'est cette affaire-là qui me paraît, d'une certaine manière, le plus tragique. Oui, elle a pleuré et peut-être crié en montant les marches de l'échafaud, contrairement à toutes ces grandes dames qui se sont laissées raccourcir, comme on disait sous la Révolution, sans la moindre plainte. Mais elle l'a fait comme d'habitude avec tout son cœur. Vous savez, Madame du Barry ne prétendait pas être une grande dame. Elle prétendait simplement être une femme bonne. Bonjour Jean-François Solnon. Bonjour. Dans un instant avec vous, nous irons voir tout le reste. C'est-à-dire que là, nous avons visité le tout petit appartement de Madame du Barry à Versailles. Il y en a tant et tant et tant d'autres dont nous allons pousser les portes. Jacques Brel qui s'inspire de l'art traditionnel Greensleeves, une ballade anglaise Amsterdam dont il n'existe aucun enregistrement studio, mais seulement une version en public, celle-ci sur Europe 1. Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Cet après-midi, Franck Ferrand vous propose sur Europe 1 jusqu'à 15h de visiter le château de Versailles, mais en très bonne compagnie avec un guide privé. Et ce guide n'est autre que Jean-François Solnon, qui est historien et auteur de Versailles, Vérités et légendes, paru chez Perrin. Alors justement, est-ce qu'on peut dire que c'est une des légendes de Versailles, que la noirceur de la du Barry, comme on a dit beaucoup au XVIIIe siècle? C'est sûr que c'est une légende, la légende noire. Madame du Barry, et votre évocation l'a bien montré, c'est une sorte de petit oiseau, un peu naïf, mais c'est une superbe colombe aussi. Oui, c'est comme ça. on le disait à l'époque déjà, un morceau de roi.
Vous avez décrit par le menu son visage, son corps, cette poitrine à damner un sein, comme on le disait. Mais c'est quelqu'un qui a été l'objet d'intrigues, puisqu'il s'est formé derrière elle, et j'allais dire presque malgré elle, un parti qu'on appelait les Barriens. Il n'a rien à voir avec notre ancien Premier ministre Raymond Barre. Et c'est un personnage qui a joué un rôle, mais un rôle pour présider la cour, enfin présider à la mesure de son titre de maîtresse présentée à la cour, et qui a suscité tout de même des réflexions plutôt désagréables dès le moment de la présentation. Ah oui, tout de suite. Parce que là... La cour a eu des hoquets, dit-on. Hein. Oui, et d'autant que c'est au même moment que l'on fait cette fameuse réforme Maupoux. Donc on a vu de grands seigneurs du royaume de France préférer quitter Versailles, en tout cas se retirer de Versailles pour ces deux raisons. La révolution Maupoux, le coup Maupoux, et puis la présentation de Madame du Barry. Alors du point de vue du château, puisque c'est lui dont nous parlons cet après-midi, elle a joué un rôle, Madame du Barry, puisque elle a beaucoup conseillé Louis XV. Elle a joué un petit rôle, mais non négligeable sur le plan du style, car ce qui s'était déjà amorcé pendant la faveur de Madame de Pompadour s'est développé dans des proportions folles sous celles de Madame du Barry, c'est-à-dire qu'elle a instauré ce qu'on appelait le goût grec, que nous appelons nous le néoclassique ou le style Louis XVI, alors que tout ça se passe sous le règne de Louis XV, il ne faut pas l'oublier. Chez Madame du Barry, tout est meublé en Louis XVI, mais c'est un Louis XVI d'époque Louis XV, si l'on peut dire. Hein, donc ça c'est. Et puis un autre rôle, mais qui est plus important, c'est qu'elle a conseillé au roi de refaire toute la façade du côté de la ville, hein, ce qu'on appelle la nouvelle aile, c'est les travaux de Gabriel en l'occurrence. Alors à l'intérieur du château, elle a d'abord vécu dans un appartement dont la décoration datait un peu. Elle datait du règne de Louis XV, enfin, du règne même plutôt du début, de la période, on va dire rococo pour simplifier, même si c'est peut-être pas l'expression qui convient. Et puis rocaille en tout cas. Elle a vécu dans cet univers-là, et c'est petit à petit que les choses se sont décantées. Et en effet, c'est ce qui montre que les appellations style Louis XIV, Louis XV, Louis XVI n'ont pas beaucoup de rapport avec la chronologie même des souverains. C'est que tout ça généralement existe soit avant, soit après la période du règne. On ne change pas de style au moment où meurt un roi, par définition. Pas. Donc tout ceci se fait progressivement. Bah, évidemment. Oui, elle a joué un rôle très important sur un plan architectural. Si Louis XV avait vécu ne serait-ce que 7 ou 8 ans de plus, on peut imaginer que le château tel que nous le connaissons, ce château de Louis XIV avec les briques et les pierres, tellement charmant d'ailleurs, aurait disparu sous une espèce de façade à la Buckingham, disons. Oui, alors Versailles serait devenu plus uniforme. Je ne sais pas si on y aurait gagné, mais il faut dire qu'on est tellement marqué par le Versailles, briques et pierres côté ville et pierres côté jardin, ce que Saint-Simon déjà au XVIIe siècle dénonçait comme étant l'alliance du vaste et de l'étranglé. Hein, les trois cours qui nous acheminent vers la cour de marbre, et puis cette longue façade sur les jardins avec deux appareils différents, briques et pierres. Et puis Louis XIV a rajouté encore à l'innovation, c'est qu'il a fait construire une dernière chapelle, celle que nous connaissons aujourd'hui, qui est du côté de la ville, du château, mais qui est tout en pierre. Alors, lorsque on regardait les jardins, on ne pouvait pas en même temps regarder les façades sur la ville, tandis que cette fois, on a la façade sur la ville, plus la chapelle qui est en pierre. Donc, la discontinuité est encore plus forte. Alors on aurait eu en effet un château revu et corrigé. Néoclassique. Un peu comme sur la place de la Concorde, disons. Je ne suis pas sûr que le château y aurait gagné. Disons qu'il y aurait toute une partie de son histoire qui aurait ainsi été gommée, aurait été estompée. Parmi les grandes faiseuses de goût, comme dit Jacques Garcia, Madame du Barry est au premier rang, bien entendu. Il y a eu Madame de Pompadour avant elle. Madame de Pompadour, très largement, dans toutes sortes de domaines. Puis Madame de Pompadour a pour elle la durée. Et c'est ça, 21 ans. Elle est restée maîtresse et amie du souverain pendant plus de 20 ans. Et elle avait un goût certain pour les belles choses, comme on disait. Et par conséquent, que ce soit l'architecture, le mobilier, les objets, son goût était très sûr. Le goût de la reine Marie-Antoinette, c'est un énorme paradoxe. Que le goût de Marie-Antoinette, archiduchesse d'Autriche, du meilleur sang Habsbourg et Lorraine qui puisse être, était un goût nettement moins relevé, nettement moins sophistiqué et précis que celui de la petite du Barry qui, elle, venait du ruisseau, disons les choses, mais qui avait le goût le plus sûr de France. C'est quand même étrange, On ça. a dit volontiers que Marie-Antoinette avait le goût du ruban. Voilà. Hein, c'est-à-dire des petites choses un petit peu frivoles. Elle qui vient en effet d'une cour, celle de la Hofburg ou de Schönbrunn, qui était tout à fait brillante, et qui vient ici. Mais ça a souvent été le cas à Versailles, d'ailleurs, déjà au temps de Louis XV. On voulait sortir du grand goût.
Louis XIV. Et par conséquent, on s'acheminait vers quelque chose qui existait en France, à Paris, notamment dans les hôtels particuliers des financiers ou de la grande aristocratie, mais qui n'était pas tout à fait royal. Louis XV a réussi à maintenir l'équilibre entre le fait que ça soit un château royal et puis un goût pour un peu plus de confort. Mais les choses se sont un petit peu dégradées. En tout cas, c'est ce que certains historiens de l'art reprochent à Marie-Antoinette, le goût ruban, un goût plus superficiel. Votre Versailles, Vérités et légendes, qui paraît chez Perrin, est un ouvrage où vous vous amusez, littéralement, et vous nous amusez par la même occasion. C'est-à-dire que vous reprenez un certain nombre d'idées toutes faites sur Versailles, et vous creusez un peu pour voir ce qu'il en est réellement. C'est ce que nous allons faire ensemble dans un instant. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Et nous sommes cet après-midi sur Europe 1 au cœur des mythes et des légendes de Versailles avec l'historien Jean-François Solnon. Il est votre invité et il est également l'auteur de Versailles, Vérités et légendes, paru chez Perrin. Deux grandes idées fausses. Alors il y en a beaucoup, mais on va les égrener ensemble, Jean-François Solnon. D'abord, on nous dit, enfin j'ai lu ça moi je sais pas combien de fois, Versailles a ruiné la France. Ce chantier a saigné le pays à blanc. Qu'en est-il en vérité? Alors ça, c'est frappé comme une médaille. C'est une expression que l'on entend chaque fois. Dans un premier temps, les visiteurs admirent les beautés de Versailles, mais aussitôt, l'idée du coup, parce que dans chaque visiteur sommeille un contribuable. Imagine volontiers que c'est un coût extraordinaire. Mais il faut savoir un certain nombre de choses. D'abord que les dépenses et par conséquent les travaux de Versailles ont suivi le rythme des guerres et des signatures de paix. Une guerre s'ouvre, les travaux se ralentissent, sinon disparaissent. Et puis, après le traité de Nimègue de 778, après d'autres traités de paix, les travaux reprennent. Ça s'est fait par salve et à chaque fois systématiquement au lendemain d'une victoire, enfin d'un traité de paix. En tout cas, d'un traité de paix. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on possède quand même les comptes des bâtiments du roi dès 1664, c'est-à-dire dès le moment où Colbert devient surintendant des bâtiments, et il suffit de les lire. Alors, c'est un peu compliqué. Au 19e. C'est ça, c'était publié au 19e siècle. C'est un peu compliqué parce qu'on n'est jamais sûr d'avoir la totalité des dépenses. Et quelquefois, on a les dépenses de Versailles, plus les dépenses de Trianon, plus les dépenses de Marly, et peut-être d'autres sous Louis XV, les petits châteaux. Pour ce qui est des maisons dispendieuses, Marly était autrement dispendieux. Mais enfin, nous ne parlerons pas de Marly aujourd'hui. Donc, tout ceci pour dire que l'ensemble des travaux, probablement, on va pas être affirmatif, mais probablement tourne autour de 80 millions de livres tournois. Alors évidemment, aujourd'hui, ça ne nous dit rien. Est-ce qu'on peut faire une comparaison? Moi, je m'y refuse, dans la mesure où la valeur de l'argent n'est plus la même. D'ailleurs, le XVIIe siècle, c'est une époque où la livre tournoi varie énormément. Il faudra attendre le XVIIIe siècle, le début du XVIIIe siècle, pour qu'il y ait une stabilité de la livre tournoi jusqu'au franc germinal et au franc or. Donc déjà l'instrument mesure. Mais ce qu'on peut dire, c'est que sous Louis XIV, en 1675, c'est-à-dire vraiment au cœur du règne, un grand vaisseau de ligne, un grand navire, coûte entre 15 et 20 millions de livres tournois. Donc voilà. C'est ça, ça donne peut-être un ordre de grandeur. Et ça fait 4 gros bateaux, quoi. Il y a le sens que l'on a des dépenses de prestige. À certaines périodes, on les accepte volontiers, à d'autres périodes, on les refuse. Donc si c'est 80 millions, 4 navires, on disait naguère encore un sous-marin atomique, pour avoir un ordre de grandeur. C'est beaucoup. Et dans ce coût, il y a des dépenses qui se sont révélées vaines, inutiles. Justement, la machine de Marly, la dérivation de la rivière d'Eure, tout ceci pour alimenter les fontaines de Versailles, ont dépassé tous les pronostics et tous les devis possibles. Mais il faut voir en revanche ce qu'il y a. Ça a apporté. Voilà, ce qu'il y a. Qu'est-ce que ça veut dire 80 millions de livres face au rayonnement de la cour, face à la pacification nobiliaire, et ça c'est extrêmement important, qu'à partir de la pacification nobiliaire, c'est le fait que les nobles de militaires potentiellement ennemis deviennent de 12 agneaux, en fait. Oui, c'est-à-dire qu'on en a assez de ces grands seigneurs, de ces grands féodaux qui sont dans leurs provinces et qui sont des sortes de vice-rois dans leurs provinces.
on les appelle à la cour, ils ont été, pour reprendre l'expression classique, domestiqués, ce qui n'est pas péjoratif. À l'époque, ils sont au service du prince, et ça, c'est une pacification nobiliaire qui n'a pas de prix. Donc, si l'on met tout ça face à face, on s'aperçoit que finalement, Versailles n'est pas aussi coûteux qu'on le veut bien le dire. Et puis regardez le prestige que ça nous apporte encore aujourd'hui en termes de tourisme, etc. Quand vous voyez les files de cars un peu trop, d'ailleurs, à mon goût. Accordez-moi que ni Louis XIV ni Louis XV n'y pensaient. Non, mais je dis pas qu'il y avait l'intention, mais en tout cas, il le fait. On en bénéficie aujourd'hui. Deuxième principale idée reçue, donc après le coup de Versailles, son rôle politique, on dit Versailles a coupé le roi du peuple et la cour vivait en totale autarcie sans lien avec le reste de la société. Alors c'est faux au temps du règne de Louis XIV, c'est plus vrai au temps de Louis XV. Louis XIV connaît très bien son royaume. Quand il était enfant, c'était d'ailleurs le temps de la Fronde, il a été amené à parcourir son royaume, à visiter quasiment toutes les provinces. Ensuite, il était à la tête de ses armées. Et par conséquent, en direction du nord, de la frontière nord ou de la frontière orientale, il était présent. Et puis, il a tous les rapports des intendants, des évêques qui arrivent à Versailles. Il est très informé de son royaume. C'est moins le cas sous Louis XV. Louis XV est un homme qui vit plus resserré à Versailles et dans les petits châteaux de la couronne parisienne, ces retours de chasse qu'il a affectionné tout particulièrement. Il y a Choisy, il y a Bellevue, il y en a d'autres qui coûtaient d'ailleurs assez cher. Et il connaît moins son royaume. Il a participé aux événements militaires au début de son règne, puis s'en est abstenu. Quant à Louis XVI, il faut bien admettre qu'il n'a fait que 3 voyages dans son existence. Il est allé à Cherbourg, où il a obtenu un grand succès populaire, si j'ose dire. Il est allé à Reims, auparavant pour son sac. Et puis il y a le fâcheux épisode de Varennes. Donc on a un peu l'impression que Louis XV ou Louis XVI aurait peut-être été inspiré, mais ça ce sont des élucubrations d'historiens, aurait peut-être été inspiré de renouer davantage avec une ville qui était toujours en effervescence et qui était Paris. Mais il y avait quand même de très 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 nombreuses passerelles, innombrables et permanentes entre Paris, Versailles, la société, tout ce monde-là. Il ne faut pas imaginer Versailles comme quelque chose d'hermétiquement clos, ça vit au milieu du pays. Et Versailles n'a pas décapitalisé Paris. Paris est toujours resté la capitale de la France. La capitale. Les ambassadeurs sont affectés à Paris. Encore une autre idée reçue, la cour de Louis XIV vit à Versailles. On a envie de dire, mais quand? À la fin du règne seulement, ça il faut peut-être le préciser. La cour, Louis XIV décide d'installer définitivement sa cour à Versailles au mois de mai 1682. Or, quand on sait que Colbert meurt l'année suivante, ainsi que la reine Marie-Thérèse, on s'aperçoit en effet que c'est la deuxième moitié du règne. Avant, la cour est restée fidèle à ses traditions, c'est-à-dire nomade, entre Paris, le Louvre, que Louis XIV n'aime pas, Saint-Germain-en-Laye, qui a toutes les qualités pour accueillir la cour, où l'air est bon et sain, et Fontainebleau à l'automne, voire d'autres résidences plus lointaines comme Chambord. Et c'est qu'en 1682 que la cour s'installe définitivement. Et le roi de Versailles, si on peut dire, le seul qui soit né à Versailles, mort à Versailles et qui y a régné pendant 52 ans, c'est le roi Louis XV. Donc quand on va à Versailles, qu'on le veuille ou non, en termes de... Alors, c'est vrai que la maison a été créée, voulue par Louis XIV, mais ce que vous avez sous les yeux, les décors, etc., sont en très grande partie des décors Louis XV. On est chez Louis XV, en fait. En grande partie. En grande partie. Le grand appartement est resté marqué par le sceau de Louis XIV. Mais tout le reste des autres appartements, et surtout dans les étages du château, sont profondément rocailles. Alors, vous avez 2 chapitres, mais on va les réunir dans une seule question. Versailles était-il un paradis enchanteur ou était-il un cloaque putride? Parce que on a les 2 versions. Ça c'est. La cour ne rend pas content. Elle empêche qu'on ne le soit ailleurs, disait M. de la Bruyère. Tellement je le dis. Et il y a un écho à cette formule sous la plume du marquis d'Argenson. Tout le monde déteste la cour, et tout le monde en fait son paradis. Et je crois que tout est là. C'est dur d'être un courtisan. Il faut se lever tôt. C'est un peu le pari des médias d'aujourd'hui que vous êtes en train de décrire. Il faut se lever tôt le matin, il faut subir les encombrements comme à Paris aujourd'hui dans les 3 cours successives, voire dans les grandes galeries. Il faut toujours être disponible, être présent, être tant qu'à faire plutôt souriant pour essayer d'apercevoir le roi. Être courtisan, c'est une véritable épreuve. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux ne peuvent pas l'être 24 heures sur 24. Ils s'en abstiennent. Mais leur absence est souvent repérée, et immédiatement repérée par le prince. Alors on a ces 2 choses-là, on a l'apparat, et on y est encore sensible aujourd'hui, et puis on pense immédiatement au mauvais côté, aux coulisses.
Et là, en effet, Versailles serait, serait un c'est cloaque. incontestable en même temps. Bon, c'est à moitié vrai, comme souvent en histoire. Ce que l'on ne sait pas, ce qu'on ignore, c'est que Versailles comptait des salles de bain, comptait des baignoires, comptait des garde-robes, mais tout ceci a en grande partie disparu au moment où Louis-Philippe a transformé Versailles en musée. Jean-François Saulnon, Versailles, Vérités et légendes, c'est publié chez Perrin. Walking down 29th and Park, I saw you in another's arms. Only a month we've been apart. You look happier. Saw you walk inside a bar. You said something to make you laugh. I saw that both your smiles were twice as wide as ours. Yeah, you look happier, you do. Ain't nobody hurt you like I hurt you, but ain't nobody love you like I do. Promise that I will not take it personal, baby, if you're moving on with someone new. Baby, you look happier, you do. My friends told me one day I'll feel it too. And until then I'll smile and hide the truth, that I know I was happier with you. Hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah. Sat in the corner of the room. Everything's reminding me of you. Nursing an empty bottle and telling myself you're happier, aren't you? But ain't nobody hurt you like I hurt you, but ain't nobody need you like I do. I know that there's others that deserve you, but I guess you look happier, you do. My friends told me